Son nom à l'état civil, c'est Kwasi Ntoa. J'espère que j'ai bien prononcé. Eh bien, son nom d'artiste, c'est Ebino. Je préfère l'appeler Ebino. Mesdames et messieurs, il est à la fois chanteur, rappeur, peintre, tatoueur, sculpteur. Et il a toutes les étapes de sa vie sur son corps. Ebino pour vous. Juste auprès de Jessica, merci infiniment, public de C'est Midi. Ebino, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. On est heureux de vous recevoir. Merci. Alors, Ebino, il faut dire que vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous avez vécu votre tendre enfance ici, et malheureusement, à la faveur de la crise de 2002, alors que vous n'aviez que 14 ans, il va se produire quelque chose dans votre vie, un bouleversement. Exactement. Au fait, d'abord, salutations à C'est Midi, salutations à tous les gens de C'est Midi qui sont là. Avant de commencer, j'aimerais dire merci, salutations à Aziz Fofana, qui est mon manager ici à Abidjan, à Sarah Touré, qui est mon infographiste ici à Abidjan, et à mon co-signer, celui qui m'a signé, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est possible d'être ici, qui est Moussa Slim Diawara. D'accord. Et voilà, donc, comme je le disais, vous aviez 14 ans et votre vie va connaître un chamboulement. Exact. Au fait, moi, à la base, je suis né ici. Je suis né à Abidjan, je suis né à Djamé. C'est ça, fils de Kwasi Patrick, qui est ivoirien-ghanéen, et fils d'Elisabeth Begré, qui est française ivoirienne. D'accord. J'ai fait mon primaire ici, j'étais à la Ruche d'Adjin. Mon frère, déjà, il était à Mermoz et ma soeur était à Mermoz. Quand j'ai fini le CP2, je suis allé directement à Mermoz. Les rejoindre, d'accord. Parce que j'ai commencé à faire mon école à Mermoz et tout ça. Et c'est ça, donc j'ai suivi mes cours à Mermoz, j'ai fait ce que je devais faire et tout ça. En fonction de ça, il y a eu... C'est drôle de voir les photos de moi quand j'étais en France. Un peu différent. En fonction de ça aussi, il y avait... j'étais à l'école, j'étais quand même... Je suis hyperactif. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. J'ai toujours excellé dans le domaine du sport, toujours excellé dans le domaine des arts. C'était ma force, au fait, quand j'étais à l'école. Et puis, je dessinais tout le temps. Un peu turbulent aussi, hein? Un peu turbulent aussi. Je dessinais... Ou beaucoup turbulent? Beaucoup turbulent. J'ai essayé d'atténuer, mais la réalité, c'est que vous étiez très turbulent. Pour ne pas vraiment rentrer trop dans les détails, moi, je dessinais très souvent en classe. Je ne me concentrais pas souvent à l'école et tout ça. Et puis, quand il y avait des examens, des interrogations écrites, quand il y avait des interrogations écrites, des fois, je les coulais et tout ça. Et c'est ça, comment ça s'appelle? Ça a continué comme ça jusqu'en 5e. Et justement, à vos 13 ans, il va se passer quelque chose avec un de vos camarades? Exactement. On a eu un petit conflit, moi, avec mon camarade. Au fait, ce n'était pas un petit conflit, mais je sentais qu'il était disrespectful, qui manquait de respect, en fait. Et en fonction de ça... Quelque chose que vous supportiez très mal? Ouais, j'aime pas vraiment que j'ai l'impression que quelqu'un se paye ma tête, en fait. Je déteste ça. C'est pas que je suis bipolaire, mais c'est une manière, moi, de me protéger, en fait. Et, chacun sa personnalité. C'est ça, c'est ça. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il a couru, il allait voir le proviseur directement, qui était M. Stiet. Dans le temps, salutations à M. Stiet. C'est une personne qui m'a vraiment épaulé, qui a toujours été derrière moi. Alors, on risque de ne pas s'en sortir, hein, si on veut citer tous les noms du passé. Ouais, je sais. Donc c'est ça, au fait. J'ai eu des petits problèmes. Ils ont convoqué ma mère qui travaillait. Elle est rentrée à la maison, puis ils m'ont suspendu temporairement, en fait. Et c'est comme ça, par la colère de votre maman, vous allez vous retrouver à l'intérieur du pays. Exactement. Croyant vous canaliser. Exactement. Au fait, ma mère ne voulait pas lever la main sur moi cette fois-ci. Avant qu'elle trouve une école pour moi, elle m'a enfermé dans les loges. Comment ça s'appelle? C'était des lieux qui étaient vraiment... Il n'y avait rien dans ces lieux-là. C'était plus des bureaux.
maman m'a enfermé là-dedans et tout ça. Donc, une sorte de petite prison. C'est ça. Donc pendant 2 mois, j'étais enfermé. J'entendais mes amis qui jouaient au foot et tout ça, qui me disaient passe-moi la balle. Et puis moi, ça me tue en fait. Mais justement, j'ai envie de dire, pour un enfant qui est hyperactif, qui bouge tout le temps, qui ne peut pas rester sur place 1 minute et qui se retrouve dans cette loge que vous décrivez, comment est-ce qu'il se sent? Comme je dis, c'est une torture en fait. Pas que je suis claustrophobe, mais je déteste quand quelqu'un essaie de m'enfermer ou bien qu'il essaie de contrôler ma destinée ou bien qu'il essaie vraiment d'essayer de me canaliser en fait. Je suis un peu... Ça va de mon nom, Ebino Chegal. Chegal, c'est plus Chegal le Pégase. On m'appelle là-bas comme le cheval fou en fait. Parce que c'est dur de me canaliser. Et quand vous sortez de là, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de choses qui ont changé, sauf que j'ai compris que c'était ma dernière ligne droite, en fait. Donc, j'étais affecté à Bangourou, au Krama, c'est une école d'art. Et puis, là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait peinture, sculpture. Il n'y avait pas de tatouage en ce moment. Peinture, sculpture, art dramatique, tout ce qui englobe l'art, en fait. So, art dramatique, et puis... C'est ça, le soir, on faisait le système scolaire normal. C'est-à-dire, on avait des cours de français, des cours de mathématiques et tout ça et tout ça. Et c'est ça. En fonction de ça aussi... Et justement, quand vous avez eu 14 ans, et ça a coïncidé en même temps avec la crise de 2002, elle a jugé bon de vous envoyer au Canada. Exactement. Je ne vais pas trop rentrer dans les débats politiques. Non, pas du tout. Justement. Ce qui s'est passé, c'est que comme Abouaké était juste à côté, puis nous, on était à Bangourou, les troupes étaient en train de descendre un petit peu. Donc, maman, ce qu'elle a décidé, c'est que elle trouvait que c'était un peu risqué pour moi, donc elle a décidé du jour au lendemain de m'annoncer qu'on allait partir au Canada. En fait. Et c'est ça. Et quand vous partez, puisque vous avez fait votre enfance ici, vous avez vos amis ici, je veux dire que... Ça m'a bouleversé, ça m'a rendu fou, parce que nous, à la base, moi, je n'aimais pas rester avec les gens qui étaient comme moi. Je n'aimais pas rester avec les gens qui étaient franco-ivoiriens, des choses comme ça. J'étais proche de mes amis. Nous aussi, comme on dit ici. J'étais très proche de ces amis-là parce que... Parce que ces gars-là, vraiment, on était très proches. Tout ce qu'il y avait, c'était la relation humaine, en fait. Il n'y avait pas excuse-moi, je parle d'argent, il n'y avait pas d'argent au milieu et tout ça. C'était pas une question de comment tu t'habilles le mieux, c'était vraiment humain. On jouait au foot. Après, quand on finit de jouer au foot, on allait manger à locaux et tout ça. En parlant d'Aloco, j'ai envie de manger à locaux comme c'est pas possible. Donc, on vous prive en quelque sorte de tout cela. Exactement. Et vous arrivez là-bas, vous êtes confronté à d'autres réalités. Exact. Juste pour dire qu'à Montréal, les gens sont très seuls. Les gens ne comprennent pas qu'à Montréal, c'est dur d'avoir une croyance religieuse ou quelque chose comme ça. C'est très, très dur. Pourquoi? Il y a des gens qui sont croyants. Mais à Montréal, tu peux tomber sur un Jamaïcain. Dans les 15 minutes qui vont passer, tu peux tomber sur un Haïtien. Après ça, tu peux tomber sur un Colombien. Ainsi de suite. C'est varié, c'est multiculturel. Il y a un melting pot. C'est multiculturel, au fait. Donc, ça fait que tu peux apprendre des langues très rapidement. C'est cela. Quand tu vois un Jamaïcain, Wagwan, brother, non, tu parles avec lui. Quand tu vois un Haïtien, ça cap fait, Maboulé. Quand tu vois, par exemple, un Colombien, comment est-ce que tranquille, le papito, non. Quand tu vois, par exemple, un Américain, hey, how you doing, you good, non, yeah, long time no see, bla. C'est multiculturel. Ça veut dire que tu es dans un système où est-ce que tu apprends les langues très, très, très rapidement, en fait. Mais c'est quand même un atout, hein, je veux dire. C'est un atout. C'est un atout. Mais en même temps, la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui justifie, à votre avis, le fait qu'aujourd'hui, le suicide aujourd'hui soit la première cause de mortalité au Canada? Les gens se suicident beaucoup parce que déjà, de un, ils sont pas croyants. Parce que pour moi, si tu es croyant, tu vas toujours donner ta vie à Dieu. Même s'il y a des événements qui bouleversent ta vie, tu vas toujours te dire que ça va aller parce que Dieu est sous mon aile. C'est cela. Mais... Il y a non seulement de l'espoir et puis aussi de l'espérance. Et en fonction de ça, là-bas, tu es tout le temps seul. Je vais vous expliquer. On va dire quand tu es au secondary, quand tu es au secondaire, c'est le primaire à peu près. Quand tu es au primaire, tu es tout le temps t'es avec beaucoup de personnes et cette classe-là ne bouge pas. Mais quand tu arrives au college, quand tu arrives au collège, tu peux commencer ton année, par exemple. Je vais commencer mon année avec elle. Yes. Elle a des cours différents. On ne sera jamais dans la même classe. Elle peut avoir, par exemple, 100 millions de cours différents. Moi, je vais peut-être l'avoir à la fin de l'année, dans les jours d'examen.
So, tu es tout le temps seul. Et puis moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à la base, maman voulait toujours qu'on vive comme à Abidjan, qu'on ne soit pas détaché de la famille et tout ça, et tout ça, et tout ça. À 18 ans, moi, j'ai dit à ma mère, j'ai décidé de partir en appartement avec ma petite amie que j'ai eu un enfant en ce moment avec elle, qui est Raphaël Charbonneau. Elle m'a donné une belle petite métisse. Et puis, c'est ça, en fonction de ça, tu es tout le temps... Et les tatouages, ils interviennent à quel moment de votre vie? Les tatouages... À quel moment vous commencez à marquer, on va dire, les faits, les différentes articulations de votre vie? Au fait, les tatouages, ils ont commencé... Parce que ma mère ne voulait pas que je me tatoue à la base. Elle m'a dit, viens, tu as une belle peau et tout ça, j'aime pas que tu gaspilles, que tu gâches ta peau. Avant de le faire, vous lui avez demandé la permission? Oui. Ou elle est tombée comme ça sur les faits? Au fait, maman, c'est une personne qui me comprend vraiment, en fait. C'est une personne qui n'est pas tout le temps en train de juger ma vie comme papa. Papa, avec lui, c'était très, très strict. On mangeait des volets à tout bout de champ, des choses comme ça. Tu faisais pas tes devoirs, tu mangeais des volets. Mais maman était plus compréhensible. Donc, elle m'a dit, je veux pas que tu te tatoues. Moi, j'ai dit, OK, je suis allé fouetter en ville, faire mes trucs et tout ça. Je suis rentré au salon de tatouage artistique qui est sur Berry-UQAM, Ontario. Et j'ai écrit son nom sur mon avant-bras. J'ai commencé par écrire son nom. Son nom, c'est Elisabeth. Elle s'appelle Elisabeth, you know. On peut voir le prénom de je l'ai tatoué ici, à la base. Mais Elisabeth, comme c'était mon premier tatouage, ça me faisait vraiment mal, au fait. Et puisqu'elle vous avait dit de ne pas vous faire tatouer, lorsqu'elle a vu Elisa sur votre Au fait, on était en train de manger cette journée-là. Et puis, j'avais la manche un peu relevée, au fait. Parce que des fois, quand je mange, j'aime souvent... Maman n'aime pas qu'on mette les coudes sur la table. Donc, on est toujours en train de manger comme ça. C'est cela, les bonnes manières à table. Donc, en fonction de ça, moi, je voulais prendre le sel. Quand j'ai pris le sel, elle a attrapé ma main, en fait. Elle a attrapé ma main, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, maman, je me suis tatoué, tout ça, tout ça. Elle m'a dit, tu n'écoutes pas, en fait. Tu n'écoutes pas quand on te parle. Et puis, c'est beau. Elle m'a dit qu'elle a vraiment aimé ça, elle a trouvé ça beau. Elle a trouvé ça beau parce que c'était son prénom ou Parce que c'était son prénom, en fait. Parce que je me dis que si j'avais tatoué quelque chose d'autre à la base, elle n'allait pas forcément être fan de ça. Du coup, c'était votre premier tatouage, vous aviez quel âge? Exactement, j'avais 14, 15, 14. 15 ans? 15 ans. 15 ans. Mais vous voyez ça un peu, j'espère que ça ne vous choque pas. Parce si, que, moi, ça me choque. Parce qu'au Canada... Non, je préfère être honnête. Hein. 15 ans, on est censé obéir aux parents. C'est vrai qu'on est ado, on a envie de tenter des expériences, de s'affirmer. Mais quand maman dit tu te tatoues pas, tu te tatoues pas. Alors tu te tatoues, moi ça me choque. Au Canada, c'est différent en fait. Oui, ici on est en Afrique. Ici c'est Abidjan. Et puis c'est ça, donc j'ai fait mon premier tatouage, elle a vu. Elle m'a dit je veux plus que tu refasses un tatouage. C'est nasty, it's not good, c'est laid. Et puis elle a dit, j'aimerais pas que tu retournes en Côte d'Ivoire, puis on te voit comme ça en fait. Ça fait vagabond, tu es issu d'une bonne famille et tout ça. Il y a des gens qui sont à l'extérieur qui te voient en fait. Il y a la famille et tout ça. Moi, pour ne pas que mon nom soit gâté, comporte-toi bien en fait. Et on va dire, malgré tout cela, ça n'a pas changé? C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. C'est quoi qui vous attirait au juste dans le tatouage? Que je dessine mes tatouages et que je les mette sur moi. C'était... En ce moment, je vais être vraiment précis, il y avait Lil Wayne qui était sorti, qui n'était pas sorti, mais qui faisait vraiment ravage au State, en fait. Lil Wayne, c'est un artiste de Cash Money. C'est ça, moi, je voyais ça, puis je me dis, s'il le fait, pourquoi je ne peux pas le faire? C'est ça, l'influence des artistes. Si ce gars-là vit comme ça, pourquoi moi, je dois toujours être restreint à me morfondre dans ma peau et puis ne pas être moi, en fait? En fonction de ça, je suis allé sur une mentalité de « I want to be free ». Je veux être libre, en fait. Mais comment se fait justement le choix des différents dessins que vous mettez sur votre corps? Au fait, moi, pour ne pas frustrer les gens de la famille, j'ai commencé par tatouer tous leurs noms. OK? Pas tatouer tous leurs noms, mais faire un symbole qui les représente. J'ai commencé par Elisa. J'ai écrit Soldier après. Pourquoi soldat? Parce que je suis le soldat de ma mère. Pour n'importe quelle raison, il faut que je la protège, en fait. Parce que c'est à cause d'elle que vraiment, pas à cause d'elle, c'est à cause de mon père aussi et tous ces gens qui m'ont encadré quand j'étais petit, qu'on est à l'extérieur. Et quand tu es tout seul, tu l'oublies souvent. Pourquoi? Parce que tu es influencé avec les gens comme ils parlent, tu es influencé de toutes sortes de communautés qui viennent devant toi, tu es influencé par le mode de vie là-bas. Vous pensez qu'elle a vraiment besoin de vous, votre protection? Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas l'aîné de la famille. C'est sûr, mais en tant que dernier de la famille,
pour moi, je me dois de la protéger. Parce qu'elle m'a protégé quand j'étais rien. Et quand elle va vieillir, elle sera plus faible. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est paradoxal? Je veux dire que vous prétendez vouloir la protéger et vous ne lui obéissez pas. Au fait, chacun est libre de vivre la vie. Bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, pardon, mais quand, par exemple, vous vous sentez redevable vis-à-vis de votre maman, qu'elle vous dit de ne pas faire quelque chose À 15 ans, on est facilement influençable aussi. À 15 ans, on est encore dans la jeunesse, on est encore dans les crises de jeunes. On n'est pas mature à ce point-là pour savoir, avoir un raisonnement pour dire que je ne dois pas le faire. En fait. Avec tous tes amis qui te voient, ils sont habillés comme ça, ils sont stylés comme ça, ils sont tatoués ici, ils conduisent des voitures comme ça. Toi, tu vois, puis tu le veux, au fait. Est-ce que les tatouages, arrivés à un certain moment, ne vous ont pas fermé certaines portes? Oui. Ça, par contre, ça m'a fait regretter aussi quand même, parce que à la base, je m'enlignais pour devenir mannequin. J'étais en train de m'enligner pour devenir mannequin. J'ai toujours voulu être mannequin, j'ai toujours voulu être acteur. J'ai pas voulu travailler dans comment ça s'appelle, finir mon système scolaire parce que je voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais être mon propre boss, je voulais faire mes propres affaires et tout ça. Donc je me suis enligné dans le milieu artistique. Ça m'a fermé des portes parce que des agences de mannequins, j'avais eu des entrevues. J'étais parti, comment ça s'appelle, à des entrevues, ils m'ont pris des photos, tout et tout. Et après, ils sont revenus comme, tu as le profil, mais you so tatted up. Tu as trop de tatous, en fait. Tu es trop tatoué, et puis c'est pas bon pour notre film, c'est pas l'image qu'on veut prôner, en fait. Alors, justement, parlant de tatous et parlant donc de vos différentes étapes, des différentes étapes de votre vie, on a entre autres votre croyance en Dieu, votre date de naissance, une vie remplie de bénédictions, le nom de votre maman, que vous avez cité d'ailleurs, votre famille, le démon de la malice, poisson de la chance, le samouraï, son amour pour des arts martiaux, votre amour, voilà, donc pour marquer votre amour pour les arts martiaux. Vous avez aussi une diseuse de bonne aventure, vous avez intelligence, vous avez force, vous avez sagesse. Mais franchement, vous êtes, je veux dire, vous avez une sacrée personnalité. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on affirme et on affiche sa croyance en Dieu et qu'à côté, on se tatoue du démon de la malice, c'est quoi au juste? On veut vraiment percevoir ce qui se passe dans votre esprit. C'est une très bonne question parce que à la base, le diable était le meilleur ange de Dieu. C'est vraiment pas drôle. À la base... Pourquoi Non, j'arrive. J'arrive, en fait. C'est pas drôle, vous la dire. À la base, le diable était le meilleur ange de Dieu. C'est celui qui faisait ses louanges. Tout à fait. Je n'étais pas en haut, je ne sais pas, mais c'est celui qui faisait ses louanges, celui qui faisait sa chorale, qui avait un groupe d'anges qui chantaient en pleurs pour lui, pour le vénérer, en fait. Parce que c'était le premier soldat de Dieu, le plus dévoué devant Dieu. Et le jour où est-ce que Dieu a créé l'être humain, en fait, le jour que Dieu nous a créé notre enveloppe corporelle, il a oublié le diable. Il a oublié de voir que ce gars-là, c'était un de ses meilleurs et de ses protégés. Il n'a pas oublié. Et il a vénéré, il a demandé au diable de vénérer l'être humain, en fait. Le diable, c'était une trahison pour lui, parce qu'il s'est dit, pourquoi moi je suis un de tes meilleurs soldats et que je dois vénérer ces gens-là? Mais en fait, ce sont les conséquences de la désobéissance, parce que le diable a été, l'ange qui est devenu le diable a été déchu, parce qu'il n'a pas obéi à Dieu qui est son maître. Exactement. Mais à la base, c'était un des meilleurs soldats de Dieu, en fait. D'accord. Okay. Merci. En fait, j'ai une question. Est-ce que vous savez combien de tatouages vous avez sur le corps? Le nom. C'est une colle, hein? Ça, je peux pas dire. vous pouvez pas? Oui, Jean-Michel. C'est que dans votre vocabulaire, vous avez dit que vous regrettiez de vous être tatoué, vu que vous avez rencontré quelques échecs, quelques portes fermées dues à toutes ces inscriptions sur votre corps. Au niveau du mannequin. Alors, est-ce que c'est un regret tel que, si c'était à refaire, vous ne le referiez jamais? Des tatouages? Oui. Je ne referai jamais. D'accord, merci beaucoup. Mais pour ma main gauche, non, parce que c'est ma famille. C'est des gens qui sont très importants pour moi. Pour ma main droite, je ne pense pas. Je pense que ce sont des personnes qui existent déjà dans votre cœur, dans votre environnement. Pourquoi le besoin alors de faire des marques sur le corps? Parce qu'à Montréal, tu es seul. À Montréal, tu es seul avec la douleur que j'ai eue d'abandonner mon ancienne vie. C'est le résultat de la déprime alors? Une sorte de déprime? Peut-être, on peut dire ça comme ça, mais j'ai laissé une vie
que je n'avais pas accompli, en fait. J'ai laissé une vie à Montréal, à Abidjan, ici, que je n'avais pas accompli. Donc, à la base, j'étais frustré. Ma mère a dû laisser toutes, des voitures, des maisons, puis elle a donné des clés à tout le monde. Donc, c'est ce vide, cette insatisfaction. Exactement. Parce que comme tu es tout le temps tatouages. seul à Montréal, tu ne penses pas, tu penses à la famille qui est à l'extérieur. Mais ce qui me tuait, c'est que j'avais des gens de la famille qui partaient, paix à leur âme. Et puis moi, j'avais pas les billets d'avion pour venir leur voir officiel. Vous exprimiez votre douleur. D'accord. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Et Bino, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et moi, ce que je veux savoir, puisque vous êtes chanteur, rappeur, peintre, tatoueur, sculpteur, et c'est quoi qui vous fait le plus plaisir dans toutes ces disciplines artistiques-là? Quand je peins, je suis calme. Quand je tatoue, ça m'excite. Quand je Parce que quand je peins, je suis seul à moi. Il n'y a pas de bruit autour. Mais quand je tatoue, le gars il me dit « Ah, ça fait mal ici, ça fait mal. » Donc on est un peu excité. « T'inquiète pas, je vais bien faire ça pour toi. » Quand j'écris, je sors ma douleur, au fait. La musique, c'est... En ce moment, j'adore faire. Quand je dessine, j'ai plus la patience comme avant. Parce que je suis hyper actif. Donc mes dessins prennent souvent 3-4 heures. Puis c'est des gros pistes, au fait. Ça veut dire je peux remplir tout ça ici avec une bonbonne et des choses comme ça. Salutations à mon grand frère Kwasi Thierry aussi. Et quand je chante, ça me donne la chair de poule. C'est tout ce que je veux. Alors nous, on va chercher tout de suite là à vous donner la chair de poule. Je vais vous demander de faire une petite performance avant d'aller à la pub. Ok, vous voulez que je chante là? Allez-y. Ouais. J'ai vu la gloire au bout de mon stylo. J'ai le flanc kilo, j'ai le flanc kilo. Ces négros sont stériles, j'ai le flotto stellaire. Et négro, t'es resté là, négro, t'es resté là. Yeah. C'est moi la star, négro, c'est moi la star. Demande à ta sista, demande à ta sista. Hey, Bino Montoya, Bino Montana. Yeah. Bino Montoya, Bino Montana. Hey. Et Bino, merci. Merci beaucoup d'être venu à ce midi. Vous avez une très belle tête, je vous aime bien, je vous aime même si je ne partage pas forcément, on va dire, vos choix. Merci. Et voilà, mais c'est votre personnalité. Merci. Vous avez affirmé ce que vous ressentez au fond de vous. Vous nous avez raconté votre histoire, votre expérience. Et c'est ça, on va dire, toute l'importance de cette rubrique où nous donnons la parole à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et nous en tirons bien sûr les leçons. Il s'est tatoué parce qu'il y avait un besoin, mais aujourd'hui, il a des regrets. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur le plateau de ce midi. On vous souhaite bon vent. Et en même temps, on demande à tous les parents des enfants hyperactifs d'user de beaucoup de patience avec eux et de beaucoup échanger avec les enfants. On peut les utiliser dans des domaines artistiques et sportifs et dans bien d'autres domaines. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Merci infiniment, Ebino, d'être venu. Et voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, de rester en notre compagnie. Nous marquons juste une pause avec la pub.